Bon ben, bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo assez courte pour vous détailler quelques schémas importants en mode révision. J'ai décidé aujourd'hui de bosser le chapitre 4 avec vous et quelques schémas. Donc, je voulais m'attarder sur ce schéma. Avant d'attaquer ce schéma, je voulais revoir le schéma classique du chapitre 4. Je rappelle que dans ce schéma, on est dans le cas d'un ARN messager qui est sorti par les pores nucléaires et qui va rencontrer un ribosome. Ce ribosome, il est neutre. Il est ni libre, ni associé au RE. Et lorsqu'ici, la protéine commence, je dis bien commence, à se faire synthétiser, ici, va commencer à apparaître un signal d'adressage, ou pas. S'il y a un peptide signal, donc un signal d'adressage au RE, alors il va être reconnu par le SRP qui va l'amener vers le RE. Et là, il s'appellera ribosome associé au RE. Si il n'a pas de signal d'adressage, il poursuit sa synthèse dans le cytosol et il reste dans le cytosol. Dans une deuxième partie ici, on peut avoir des signaux spécifiques d'adressage vers le noyau, nucléole, mitochondrie, peroxysome, donc tout ce qui est hors système endomembranaire. Dans le cas où il a un signal d'adressage au RE, il se fait synthétiser donc dans le RE, il passe par le translocon, puis subit une maturation dans le RE, va dans le Golgi, et va après donc dans le reste du système endomembranaire, ce qu'on appelle le flux vectoriel membranaire et permanent. Ok. Alors dans les termes, attention, ribosome et SRP sont deux complexes ribonucléoprotéiques. Et ça, voilà, en termes de vocabulaire, c'est important. Le deuxième schéma que je voulais voir aussi avec vous, c'est ce schéma. Alors, il peut paraître anodin, mais souvent vous confondez un peu et vous n'êtes pas clair sur ce schéma. Il est très simple. En fait, ici, dans ce schéma, vous constatez que on parle d'une phosphorylation. Donc, les kinases se forment, en tout cas, permettent la phosphorylation. Les phosphatases peuvent permettre la déphosphorylation. Et là, la phosphorylation se présente que dans le cytosol. Il n'y aura jamais de phosphorylation dans la matrice extracellulaire. Phosphorylation soit d'une protéine transmembranaire sur le domaine intracellulaire, soit d'une protéine cytosolique sur son domaine cytosolique. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? On verra ça dans le chapitre 11, mais lorsque le ligand se met sur le récepteur, il peut provoquer ce qu'on appelle une autophosphorylation du récepteur. Autophosphorylation, donc de kinases vont venir du maître des phosphates. Et il va avoir un signal, c'est un signal, la phosphorylation dans ce cadre-là est un signal d'endocytose. Alors ici, c'est un signal d'endocytose, je rajoute, avec un revêtement fait de clatrine. Et alors là, c'est juste important, je fais juste une parenthèse. Je rappelle que les endocytoses peuvent se faire soit avec un revêtement de clatrine, soit avec un revêtement de cavéoline, soit sans revêtement, et toujours accompagné de l'étranglement de la vésicule grâce à la dynamine plus du GTP. Ça, c'est la figure 28 du chapitre 2. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura jamais un revêtement de FAP, ni un revêtement de COP qui va partir ici se faire endocyter. Okay. Ici, une protéine cytosolique. Là, il faut toujours réfléchir dans ce sens-là. Une protéine cytosolique. Alors, qui peut se faire phosphoryler? On a vu, par exemple, les myosines de type 1 et de type 2, pour être activées, ont besoin de se phosphoryler. Donc, ils vont être attaqués par une kinase qui va la phosphoryler. La kinase elle-même a été peut-être activée par la calcium calmoduline, okay, qui est un des derniers schémas du chapitre 4. Ça, on le reverra dans le chapitre 10. Ne vous inquiétez pas.
Donc, schéma aussi que je vous répète, qui est vraiment très important. Et encore une fois, ce qui est important, c'est de savoir toutes les informations sur les choses, sur chaque élément du schéma. Par exemple, on est ici dans un cas de destruction de protéines via un protéasome et la destination de cette protéolyse. Donc, on se fait dégrader dans le protéasome, peu importe si on provient en une protéine du RE ou du cytosol. La protéine à dégrader va être ubiquitinylée par des ubiquitines ligases. Ok, vous verrez ici dans les mots. C'est toujours une polyubiquitination lorsqu'on amène au protéasome. Donc l'ubiquitine, faites attention, elle lie de manière covalente sa protéine et donc elle permet, c'est un signal d'adressage au protéasome. Le protéasome est lui ATP dépendant puisqu'il contient des protéases AA, il est à pH neutre. Il peut se retrouver dans le cytosol mais aussi dans le nucléoplasme. Et ça aussi c'est très important, il n'a pas de membrane d'enveloppe. Le protéasome va détruire la protéine et l'ubiquitine, on le voit ici, elle ne se fait pas détruire. Ok? Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Si le protéasome n'est pas efficace, alors la protéine va pouvoir ressortir, elle est partiellement hydrolysée, mais encore ubiquitinylée, elle va être adressée au chaperon pour la faire entrer directement dans le lysosome via une perméase. Et ça, je vous adresse vers le chapitre 8 sur la partie du lysosome que l'on a déjà vu. Ce peptide antigénique, il a plusieurs endroits. Soit il est écolo, il se fait recycler. Okay, donc il va être encore un peptide, c'est une petite protéine, donc il va être encore coupé, ça va devenir un acide aminé. Il peut soit refaire la synthèse d'une autre protéine, soit éventuellement participer à la fabrication d'ATP dans ce qu'on appelle ici la phosphorylation oxydative que vous reverrez en UE1. Donc ça, c'est aussi très important de le comprendre. Pareil, ici, le peptide antigénique, lorsqu'il va pouvoir être détruit, il a une possibilité d'être détruit via le transporteur TAP. À ne surtout pas confondre avec le translocon. Ok? Donc le translocon, le transporteur TAP fait partie de la famille ABC. Donc ici, le peptide antigénique va être coupé encore par ERAP, va être fixé par le CMH1. Attention, CMH1, liaison non covalente. Et le CMH1, lorsqu'il est fixé dans le RE, va apporter via le flux vectoriel membranaire permanent vers le CMH vers le lymphocyte CD8. Et ça, c'est important à faire bien la différence entre CMH de type 2 qui fixe son antigène dans le MVB, okay, l'endosome tardif, alors que le CMH1 le fixe sur dans le RE. Okay, donc ça, attention, c'est dans le chapitre 8. Pour ceux qui l'ont déjà vu, bien évidemment, c'est la différence entre CMH1 et CMH2. Ok, donc ça, c'est vraiment la base de la base. Alors, ce schéma est très important. Il retrace ce qu'on appelle la rétrotranslocation. Okay, on parle de la CFTR, qui est une perméase ABC. Okay, la CFTR, c'est un canal chlore. Okay, la CFTR, elle permet la respiration, c'est-à-dire que l'absence de la CFTR amène la maladie, une maladie qui est très 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 connue, qui est la mucoviscidose. Dans ce cas-là, la protéine, elle se fait synthétiser normalement. Vous voyez ici le translocon, normal, classique, le ribosome avec l'ARN messager. Et d'un coup, il y a ce qu'on appelle une mutation. La CFTR qui est mutée va être ubiquitinylée. Je répète que ubiquitine se fixe à la protéine de manière covalente, alors que le chaperon, il se fixe à la protéine de manière non covalente. Ici, pareil, le chaperon qui est ici est soluble, ça peut être BIP. Ici, le chaperon soluble, ça peut être PDI. Chaperon transmembranaire, okay, ça peut être la calnexine.
Puis lorsqu'elle est polyubiquitinylée, elle peut être rétrotransloquée. Les sucs qui sont ici vont dégager puisqu'on va dans le protéasome quand on est tout nu. Et l'ubiquitine ressort ici, dégradation CFTR. Et là, on a la maladie mucoviscidose puisque la protéine CFTR, glycoprotéine, ne sera pas présente sur la membrane plasmique. C'est le chapitre 8. Alors, il y a un dernier schéma que je voulais vous montrer. Voilà. Alors, dans ce schéma, je veux bien que ça soit bien clair. Il y a un phénomène que vous connaissez depuis la figure 7 du chapitre 1, qui est la notion de FRT. Lorsqu'on a une protéine qui revient au noyau ou qui va au noyau pour faire ce qu'on appelle une régulation de la transcription, on appelle ça un FRT. Et là, c'est important parce que le FRT, son objectif, c'est de se fixer à l'ADN. Okay, le FRT, s'il ne se fixe pas sur l'ADN, alors c'est plus un FRT puisqu'il va contrôler la transcription. Ici, on a un exemple de FRT qui s'appelle le NF-kappa-B. Donc, c'est pas compliqué. C'est le NF-kappa-B qui est donc un exemple de FRT. Alors, dans sa naissance, le NF-kappa-B, il est fait de 3 sous-unités, P65, P50 et I-kappa-B. À noter que la sous-unité P50 provient de P105 qui a été clivé, entre autres, dans le protéasome. Donc, quand le NF-kappa-B il a 3 sous-unités, il est dit inactif. OK? Et comment on fait pour l'activer? Il faut que le I-kappa-B dégage. Donc, comment on fait? On phosphoryse grâce à la kinase le I-kappa-B et il va dégager. Comment on active la kinase? Grâce à l'augmentation de calcium. Et vous savez que l'augmentation de calcium actionne la calcium-calmoduline qui active la kinase. La phosphorylation de l'I-kappa-B la permet de le faire détacher. Polyubiquitination, dégradation vers le protéasome, hydrolyse du kappa-B. Juste une parenthèse. Pourquoi je dis chaque fois polyubiquitination? Parce qu'il existe 2 rôles de l'ubiquitine. Rôle ici d'adressage au protéasome, mais l'ubiquitine aussi a un autre rôle de permettre l'endocytose. Comment il fait? Il se fixe sur le domaine intracellulaire, comme on a vu tout à l'heure sur la phosphorylation. Il se fixe sur le domaine intracellulaire de la protéine et il peut entraîner son endocytose. Ça, il me semble qu'on en parle soit dans le chapitre 4, soit dans le chapitre 7. Okay, c'est la figure 27 du chapitre 4 selon moi. On va y revenir. Donc, lorsque l'ubiquitine se fixe sur la partie intracellulaire d'une protéine transmembranaire pour permettre son endocytose, ça peut être une monoubiquitination. Donc, polyubiquitination, c'est tout le temps lorsqu'il y a dégradation via le protéasome. Mono ou poly, ça peut être lors d'une endocytose. Je reviens à ce schéma. Donc, on a le kappa-B qui a dégagé. P65 et P50 en dimère. Donc là, c'est un trimère. Là, c'est dimère. Va être activé. Pour aller au noyau, il a besoin d'un signal de location nucléaire qui s'appelle le NLS, donc qui est un signal de location nucléaire. Il est transporté vers le nucléoplasme. Donc ça, c'est tout le chapitre 9 que l'on verra ce mercredi. Comment la protéine va dans le noyau. Le NF-kappa se fixe sur l'ADN et il permet la régulation de la transcription. On verra le rôle du NF-kappa surtout pour activer des protéines pro-inflammatoires. Et ça, on le verra. Il y a aussi quelque chose de très important. Donc là, c'est HSP. Bon, a priori, vous les connaissez bien, ces HSP. Je voulais revoir avec vous ce schéma concernant les protéines, la figure 17, les protéines qui utilisent l'échange du nucléotide et l'hydrolyse du nucléotide pour fonctionner. Ici, il faut à chaque fois, pour voir ce schéma, il faut prendre un exemple. Je suis une molécule de chaperon HSP. Le HSP, soit il est couplé à l'ADP, il est inactif, soit il est couplé à l'ATP, il est actif. Et il fonctionne de cette manière.
Lorsque le HSP il est couplé à l'ADP, il est sous forme ici inactive. Lorsqu'il va y avoir échange de nucléotides, c'est-à-dire que l'ADP va se transformer en ATP, alors, enfin il va se transformer, non, il y a juste ce qu'on appelle un échange, alors l'HSP va être activé. Il va jouer son rôle et lorsqu'on n'en a plus besoin, on hydrolyse l'ATP qui va revenir ADP. Et donc l'HSP qui était couplé à ce nucléotide va être inactif. Pareil sur la protéine G. La protéine G, lorsqu'elle est couplée au GDP, elle est inactive. Lorsqu'on l'active, il va être couplé au GTP, il va jouer son rôle. Okay, vous connaissez tous les rôles des protéines G. Okay, ce sera l'objet d'une autre séance. Ce qui m'intéresse ici surtout, c'est l'actine et la tubuline. Je rappelle que l'actine, c'est un cytosquelette, tubuline également. L'actine, soit est sous forme de monomère, soit il est sous forme de polymère. Lorsque l'actine est couplée à l'ADP, il est sous forme de monomère. Lorsque l'actine est couplée à l'ATP, il est sous forme de polymère. Donc ici, lorsqu'il y a échange de nucléotides, il y a ce qu'on appelle une polymérisation, et donc là, le cytosquelette est actif. Et lorsqu'on n'en a plus besoin, il y a hydrolyse, et on revient au stade de monomère. On peut faire la même chose sur la tubuline. Okay, donc en gros, lorsque je vous ai fait le schéma dans le chapitre 7, avec la route, les pieds et la vésicule, donc le transport de la vésicule grâce à la protéine motrice sur la route qui est le cytosquelette, ben, la route, c'est le cytosquelette soit de microfilaments d'actine, soit de microtubules qui est sous forme de polymère. C'est pour ça qu'on dit que le microfilament d'actine et le microtubule sont soit des GTPase pour le microtubule, soit des ADPase pour le microfilament d'actine. Donc ici, hop, je fais une mini pause. Donc je reprends le partage. Donc voilà, c'était un peu l'objectif de ce schéma, à bien faire le lien avec donc le chapitre 7 et donc le côté monomère ou polymère du cytosquelette. Faites attention, ici, on est dans le cas d'une protéine G. Donc la protéine G couplée au GDP est inactive. La protéine G couplée au GTP est active. Et là, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a deux types de protéines G qui existent. Soit des protéines G monomériques, que vous connaissez, de type dynamine, de type protéine G Rho, okay, qui est responsable de l'organisation du cytosquelette, figure 14, chapitre 7. Vous connaissez la protéine G, on va connaître la protéine G RAN, qui est responsable des flux entre le cytoplasme et le nucléoplasme. On a connu la protéine G RAB qui est responsable des fusions entre les vésicules, mitofusine, OPA1, DRP1, qui sont des protéines G de la mitochondrie, et les protéines ARF. A priori, c'est toutes celles qu'on connaît. ARF qui est responsable de la constitution d'un revêtement. Donc ça, c'est les protéines G monomériques. Les protéines G trimériques, on les reverra. On en connaît une qu'on a vue au tout début de l'année qui s'appelle la sous-unité alpha-Q. La sous-unité alpha-Q, okay, elle permet d'activer la phospholipase C qui va couper PIP2, qui va donner IP3 et DAG. Vous vous souvenez, DAG qui reste dans la membrane plasmique, IP3 qui va permettre d'aller sur le récepteur IP3 et libérer le calcium. C'est la seule protéine G trimérique qu'on connaît. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jeff va activer les protéines G monomériques, c'est-à-dire qu'il va activer le côté GTP, alors que GAP va inhiber, va permettre l'hydrolyse de la protéine G monomérique. RGS va permettre l'hydrolyse de la protéine G trimérique, alors que RCPG va permettre l'activation de la protéine G trimérique. Okay, donc ça, c'était important. Et je veux absolument que quand vous regardez votre chapitre 4, vous fassiez bien la différence entre figure 16 et figure 19. Okay, figure 19, c'est le cycle d'une protéine G monomérique. Figure 16, c'est le cycle d'une protéine G trimérique. Okay, ça ne se joue pas de la même manière. Ce n'est pas le même dessin. Il faut bien que vous regardez ça.
Je vous ai fait des fiches sur ça. C'est très clair, la différence entre les deux. Je veux chaque fois que vous regardiez ça. Voilà, c'était juste un petit... je vais essayer de faire souvent des petits résumés comme ça de BioC pour vous mettre les idées au clair sur certains points. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin sur certains points que je puisse faire des petites vidéos comme ça qui puissent, en tout cas je l'espère, vous aider. Bon courage à tous et à très bientôt.